Julius Evola, Les hommes au milieu des ruines. Traduit par Philippe Bayet. 16e chapitre, Formes et conditions préalables de l'unité européenne. De divers côtés on réclame avec insistance l'unité de l'Europe. Il faut distinguer le cas où cette exigence se limite à un plan matériel et pragmatique, de celui où le problème est posé aussi à un niveau plus élevé, en tenant compte avant tout des valeurs spirituelles et traditionnelles. Dans le meilleur des cas, ces exigences naissent d'une révolte intérieure contre la situation présente, contre le spectacle d'une Europe qui, par suite d'un jeu d'actions et de réactions concordantes, où intervient également ce que nous avons appelé la guerre occulte, de sujet de la grande politique mondiale qu'elle était, est devenue un objet conditionné par des influences et des intérêts étrangers, si bien qu'elle doit manœuvrer entre les deux grandes puissances en lutte pour la domination du monde, l'Amérique et l'URSS, et se voit contrainte d'accepter finalement la tutelle américaine et atlantique pour éviter le pire, à savoir le complet asservissement au communisme. Il est évident que l'état de désunion des nations européennes ne peut que maintenir et renforcer cette situation. Jusqu'à présent, toutefois, les initiatives concrètes dans le sens de l'unification se sont bornées, comme on le sait, à la création du marché commun, de la communauté du charbon et de l'acier, etc., c'est-à-dire à des initiatives partielles, limitées au seul plan économique et exclusives de toute politique engagée. Or cela il n'existe rien et la situation ne permet pas de se faire beaucoup d'illusions. Les désastreuses conséquences des deux guerres mondiales, résultant, elles-mêmes, pour une grande part, de la désunion et de l'aveuglement des nations européennes, ne sont pas faciles à éliminer. La mesure de la liberté concrète, de l'indépendance et de l'autonomie est, avant tout, la puissance. L'Europe aurait pu être encore la troisième grande force dans le monde si elle avait fait bloc et si elle avait su garder les immenses réserves de matières premières et les vastes marchés extra-européens, si un principe établi de solidarité stricte avait fait se ranger immédiatement et absolument toutes les nations européennes aux côtés de celles qui eût été, d'une façon quelconque, menacées. Mais on n'a pas suivi cette ligne de conduite qui, du reste, a peu d'antécédents dans l'histoire de l'Europe, à l'exception, par conséquent, de la période romaine et partiellement, de celle du Moyen-Âge gibelin et de la Sainte Alliance. Et les capitulations se sont succédées. On a parlé de l'Europe comme d'un éventuel empire de plus de 400 millions d'hommes, capable, donc, de faire face aussi bien aux États-Unis, qui en comptent 179 millions, qu'à l'URSS, qui en a 225. Ce chiffre comprend toutefois les pays, difficilement récupérables, d'au-delà le rideau de fer. Mais même l'Europe occidentale, avec ses 364 millions d'habitants, constituerait un bloc suffisamment fort, si l'on ne devait envisager également le potentiel industriel, qui conditionne le potentiel militaire et entraîne un besoin de matières premières que produisaient autrefois des pays non européens soumis à l'Europe et maintenant perdus en majeure partie, alors que dans les simples zones d'influence s'exercent les menées anti-européennes des États-Unis, de l'URSS et désormais même de la Chine. Pour s'acheminer vers une Europe unie, il faudrait d'abord que toutes les nations européennes se donnent le mot pour quitter l'ONU, cette institution hybride, bâtarde et hypocrite. Il ne serait pas moins indispensable qu'elle s'émancipe à tous égards et dans une égale mesure des États-Unis et de l'URSS. Mais cela suppose un art politique très subtil et prudent pour lequel il n'est pas sûr que les hommes d'État européens soient qualifiés. En effet, il suffirait d'un intervalle un peu long entre le rejet de la tutelle américaine et atlantique et la transformation effective de l'Europe en un bloc uni capable de se défendre seul, si cela était possible, pour qu'une Europe encore à demi désarmée, matériellement et spirituellement, devienne la proie du communisme et de l'URSS, à la suite de révolutions internes et d'agressions externes. Tout un travail de préparation devrait donc précéder une telle initiative. Mais ces problèmes de politique concrète sortent du cadre de ce livre. Nous nous contenterons d'examiner ici la forme, ainsi que les conditions préalables, spirituelles et doctrinales, d'une Europe unie. Les solutions vaguement fédéralistes et agrégatives ne peuvent avoir qu'un caractère contingent et même l'unité défensive, politique et économique, ne devrait apparaître que comme une conséquence. La seule solution vraie devrait être cette force formatrice interne, émanant d'en haut, propre à une idée et à une tradition commune. Certains milieux ont défendu au contraire des positions activistes et pragmatiques, alléguant que les nations ne sont pas descendues du ciel toutes prêtes, qu'elles se sont formées sur la base d'une tâche commune imposée à des forces éparses et même face à une sorte de défi du milieu ou de l'histoire grâce à l'initiative d'un groupe central énergique et décidé, qui a finalement réalisé l'unité de telle ou telle nation. On pense qu'il peut en aller de même pour l'Europe-nation que l'on cherche à faire naître, qu'il suffit donc de se référer à un mythe et à l'idée d'un destin commun, défendu par un front révolutionnaire européen. Ce point de vue nous semble insuffisant et l'on ne doit pas oublier, dans l'interprétation de la genèse des nations historiques, le rôle de dynasties représentant une tradition et le loyalisme d'un groupe qui se serrait autour d'elle. Tel fut notamment le cas de la Prusse. À l'égard de l'unité européenne, ces conditions préalables n'existent pas. On peut seulement invoquer une nécessité qui devrait déterminer une impulsion unitaire, un élan dont, il faut le reconnaître, on trouve peu d'exemples dans l'histoire européenne.
Inutile, à cet égard, de rappeler les phénomènes criants, non pas d'union mais de désunion correspondant à la guerre de 100 ans, aux guerres de religion, aux guerres de succession et, pour finir, aux 2 dernières guerres mondiales. D'autre part, on observe, chez les Européens, une oscillation entre le concept d'empire, ne serait-ce que dans un sens approximatif, le terme est utilisé par Thiriard et le fut autrefois par Varange, et celle de l'Europe-nation, qui sert de titre à une revue européenne allemande. Cela exige une précision. On ne peut absolument pas appliquer le terme de nation à un type organique supranational d'unité. En rejetant la formule d'une Europe des patries et d'une simple fédération des nations européennes, on ne doit pas tomber dans une équivoque. Comme nous l'avons indiqué dans un précédent chapitre, les concepts de patrie et de nation, ou ethnie, appartiennent à un plan essentiellement naturaliste, physique. Dans une Europe unitaire, patrie et nation peuvent subsister, les communautés ethniques ont été respectées, pour une part, même dans le totalitarisme de l'URSS. Ce qui devrait être exclu, c'est le nationalisme, avec son prolongement tératologique, l'impérialisme, et le chauvinisme, c'est-à-dire l'absolutisation fanatique d'une communauté particulière. Empire, donc, et non Europe-nation ou patrie européenne serait, doctrinalement, le terme juste. Il faudrait faire appel, chez les Européens, à un sentiment d'ordre supérieur, qualitativement très différent du sentiment national car il s'enracine en d'autres replis de l'être. On ne peut se dire européen comme on se sent français, prussien, basque, finlandais, écossais, hongrois, etc., ni penser qu'un sentiment unique de cette nature puisse naître qui annule et nivelle les différences et se substitue à elles, dans une nation Europe. Toutefois, même si le seul mot d'empire n'évoque pas immédiatement une fantaisie anachronique irréalisable, même si l'on envisage d'adapter le principe au temps, de graves problèmes surgissent. Le schéma d'un empire, au sens vrai, organique, à distinguer soigneusement de l'impérialisme qui, nous l'avons vu, n'est qu'une fâcheuse exaspération du nationalisme, et celui qu'on vit à l'œuvre, par exemple, dans l'écoumène européen médiéval. Il concilie unité et multiplicité. Les États y ont le caractère d'unités organiques partielles, gravitant autour d'un unum quod non est pars, pour reprendre l'expression de Dante, c'est-à-dire d'un principe d'unité, d'autorité et de souveraineté supérieur à celui que chaque État particulier peut revendiquer. Mais le principe de l'empire ne peut prétendre à pareille dignité que s'il transcende la sphère politique au sens étroit, en ce qu'il se fonde sur une idée, une tradition, un pouvoir spirituel dont procède sa légitimité. Les limitations de souveraineté des communautés nationales par rapport au droit éminent de l'empire ont pour condition univoque cette dignité transcendante. La structure de l'empire serait celle d'un organisme composé d'organismes ou, si l'on préfère, celle d'un fédéralisme, mais organique et non acéphale, un peu comme celui que réalisa Bismarck dans le Deuxième Reich. Tels sont les traits essentiels de l'empire au sens vrai. Est-il possible, et dans quelles conditions, de réaliser une idée de cet ordre dans l'Europe d'aujourd'hui ? Il faudrait, c'est évident, vouloir et pouvoir aller en tout et pour tout à contre-courant. Nous avons vu qu'il fallait écarter l'idée d'une Europe-nation, comme si le but était d'amalgamer les diverses nations européennes dans une nation unique, dans une sorte de substance européenne communautaire et mélangée, en effaçant les différences linguistiques, ethniques et historiques. Bien au contraire, s'agissant d'une unité organique, la condition préalable devrait être le parachèvement et le renforcement de chaque nation comme un tout hiérarchique et organique bien différencié. La nature de la partie doit refléter celle de l'ensemble. Une fois les nations hiérarchiquement constituées sous la forme d'unités particulières, une fois brisé l'hybris nationaliste, cet orgueil des nations, que Vico avait déjà énoncé et qui va presque toujours de pair avec un fait démagogique et collectivisant, une direction virtuelle prendrait naissance, qui pourrait s'étendre au-delà des territoires nationaux, et conduire vers l'unité supérieure, laquelle, en raison même de sa transcendance, pourrait faire une large place aux nationalités, selon leurs spécificités naturelles et historiques. Dans toute conception organique, c'est un principe bien connu que plus l'unité supérieure est solide et parfaite, plus les parties sont autonomes et différenciées. L'important est la synergie, l'entière disponibilité en vue de toute action commune. Chaque unité organique se caractérise par un principe de stabilité. Mais il n'est pas de stabilité du tout sans stabilité des parties. De ce point de vue aussi, la condition première paraît être la reconstruction politique des nations. L'unité européenne serait toujours précaire si elle s'appuyait sur quelque parlement international, dépourvu d'autorité supérieure, où seraient représentés des régimes politiques particuliers de type démocratique, qui, étant toujours, et d'une façon changeante, conditionnés par le bas, ne sauraient en aucune manière assurer une continuité de volonté et de direction politique. En régime démocratique, la souveraineté de l'État est éphémère, la nation ne représente pas de véritable unité, la volonté politique est conditionnée au jour le jour par le simple nombre que les partis, tantôt l'un, tantôt l'autre, accaparent. Grâce aux manœuvres rendues possibles par l'absurde système du suffrage universel, on chercherait vainement l'organicité d'un tout partiel. Il ne s'agit certes pas d'imposer un régime type à chaque nation européenne, mais de faire prévaloir, sous des formes adaptées aux conditions locales, un ordre hiérarchique et organique, anti-individualiste et antidémocratique.
Il faudrait donc commencer par un lavage général antidémocratique des cerveaux, mais dans l'état actuel des choses, c'est une utopie. D'un côté la démocratie, de l'autre un Parlement européen qui reproduirait en grand le spectacle désolant et piteux des parlements démocratiques nationaux, tout cela couvrirait de ridicule l'idée de l'Europe unitaire. Ce à quoi il faut songer, c'est à réaliser l'unité par les sommets, non par les bases. Seules les élites de chaque pays peuvent s'entendre et coordonner leur action en surmontant le particularisme et l'esprit de schisme, en invoquant, grâce à leur autorité, des intérêts et des motivations supérieures. Autrefois, c'étaient les souverains, les chefs, qui faisaient la grande politique européenne et ils se considéraient, en quelque sorte, comme appartenant à une même famille, ce qui était partiellement vrai, du fait des liens de mariage entre dynasties, même quand de graves conflits surgissaient momentanément entre leurs peuples. Un centre, bien solide, devrait donc exister dans chaque nation, et, grâce à la syntonie et à la synergie de ces centres, l'unité européenne supérieure devrait s'organiser et agir. Il conviendrait donc de promouvoir, en gros, un double processus de réorganisation nationale, par la reconnaissance d'un principe substantiel d'autorité, base d'une structure organique, anti-individualiste et corporative des forces politiques et sociales de chaque pays, réorganisation supranationale, européenne, par la reconnaissance d'un principe d'autorité aussi élevé par rapport à celui des unités particulières, c'est-à-dire des États, que celui-ci par rapport aux individus qui le composent. Faute de quoi il ne peut être question d'une Europe organiquement une. Mais le problème ainsi posé, de graves difficultés surgissent à propos de la base, non seulement politique, mais spirituelle, que requiert cette unité. Où la trouver cette base? Ce devrait être normalement dans la religion, mais qu'attendre aujourd'hui de la religion? On ne peut faire appel au catholicisme pour lui demander la sanction et la consécration précise d'un principe supérieur d'autorité, d'abord parce que la foi catholique n'est pas celle de tous les pays européens, ensuite à cause de la désagrégation démocratique et modernisante de l'Église actuelle et de tout ce que nous avons exposé, enfin parce qu'on ne peut pas ne pas tenir compte des processus généraux et profonds de désacralisation et de laïcisation qui se sont développés en Europe. On peut encore moins faire appel à un christianisme générique, ce serait quelque chose de trop indéterminé, sans vigueur ni relief, informe, qui ne serait pas, au demeurant, spécifiquement européen ni susceptible d'être revendiqué par la civilisation européenne. Les Noirs des deux Amériques sont également chrétiens. Il ne faut pas oublier non plus ce que nous avons dit sur la difficulté de concilier le christianisme pur et une métaphysique de l'État. Descendons maintenant un échelon. Volontiers on parle de tradition européenne et de culture européenne. Malheureusement il ne s'agit souvent là que de mots. Depuis longtemps déjà l'Europe et l'Occident ont oublié ce que signifie, au sens le plus élevé, la tradition. On pourrait même dire que la tradition au sens intégral, familier maintenant au lecteur qui nous a suivis jusqu'ici, la tradition, qui n'a rien à voir avec le traditionnalisme, est une catégorie solidaire d'un monde presque disparu, d'époque où se manifestait une puissance formative unique aussi bien dans les coutumes que dans la foi, dans le droit que dans les formes politiques et la culture, en somme dans tous les domaines de l'existence. Personne ne pourrait soutenir qu'il existe en Europe une tradition unitaire de cet ordre dont on puisse se servir aujourd'hui comme d'un levier pour légitimer l'idée européenne. Force est au contraire de constater l'absence du centre animateur qui en constituerait l'imprescriptible préalable. De la tradition, comprise dans ce sens, ne subsiste plus, pratiquement, en Europe, que quelques vestiges historiques. Quant à la culture européenne, ceux qui s'y réfèrent actuellement sont surtout des européistes de salon, des intellectuels dilettantes de tendance libérale et humaniste, ils se livrent à des dissertations sur la personnalité, la liberté, le monde libre, etc., sur un ton parfaitement conforme au climat démocratique déliquescent consécutif à la Seconde Guerre mondiale et flirtent avec l'UNESCO et autres organisations falotes. D'une manière générale, nous ne pensons pas non plus que quelque chose de sérieux puisse sortir de rencontres et de débats entre représentants de la culture des diverses nations européennes. Il faut se souvenir que ce que l'on entend aujourd'hui par culture n'est qu'un appendice de la civilisation bourgeoise du tiers-état, caractérisé aussi par le mythe, non encore dépassé, de ce qu'on appelle l'aristocratie de la pensée, qui reste plus ou moins celle du parvenu à tendances antitraditionnelles libérales et laïques. C'est pourquoi nous estimons qu'il ne faut pas plus tenir compte des intellectuels, européisants ou non, que ne le faisait le communisme pur des origines. L'autorité propre aux dépositaires et aux représentants d'une idée supérieure ne saurait être confiée, en aucun cas, aux représentants de la culture. À un Goethe, à un Humboldt, à tous les représentants de la grande culture on doit le tribut d'une particulière reconnaissance, mais il serait absurde de croire que de ce monde puisse surgir le pouvoir capable d'inspirer et d'animer des forces et des élites révolutionnaires luttant pour une Europe unie. Tout cela se réduit à une représentation de salon à l'échelle européenne, d'un caractère essentiellement historique. D'autre part, chaque fois que l'on sort des généralités et que l'on cherche à donner un contenu concret et précis au concept de culture commune européenne, on se trouve devant une entreprise ardue.
Le congrès Volta, organisé naguère par l'Académie d'Italie sur le thème de l'Europe où furent conviés des représentants connus de diverses nations, avait déjà mis cette difficulté en lumière, car il n'était arrivé à rien de concluant, chacun s'étant livré à des interprétations personnelles plus ou moins divergentes. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que l'on passe d'un cœur léger sur le complexe de culpabilité qui devrait peser sur l'Europe, notamment en ce qui concerne sa culture. À part cette culture périphérique, littéraire et humaniste, sans relation avec les forces historiques les plus profondes, et sur le plan desquelles, comme nous l'avons rappelé, l'histoire européenne offre beaucoup plus de manifestations de désunion destructrice que d'union et de synergie, comment peut-on ignorer que la culture et la civilisation occidentale, c'est-à-dire, en somme, européenne, et l'esprit anti-traditionnel se sont identifiés presque dès l'époque de la Renaissance, que ce que les soi-disant libéraux et progressistes de cette culture, de cette civilisation et de cette tradition mettent en avant comme un titre de gloire européen a finalement été, depuis cette époque et dans les temps modernes, la cause principale de la crise spirituelle de l'Europe et que l'européanisation du monde s'est soldée par la diffusion d'un ferment de décomposition et de subversion, par une levée de force qui devait ensuite se retourner contre elle? C'est l'Europe qui a été le foyer des Lumières, du libéralisme, de la démocratie, le précédent démocratique américain n'ayant exercé qu'une faible influence sur notre continent, et finalement du marxisme et du communisme. Tel a été, hélas, dans l'histoire moderne, l'apport le plus notable de la culture européenne, celle des intellectuels, des humanistes, des esprits élevés, des arts et des lettres apparaissent, en comparaison, bien pâles et bien secondaires. C'est malheureusement dans cette perspective, presque dans les termes de ce que les orientaux appelleraient un karma, que l'on risque d'être obligé de concevoir la communauté de destin à quoi font allusion certains européistes. Une des contributions valables au congrès Volta fut celle de l'académicien Francesco Coppola qui parla précisément du complexe de culpabilité et de la mauvaise conscience de l'Europe. Comment trouver une base pour défendre l'Europe contre des forces et des idéologies qu'il faut justement considérer comme barbares et anti-européennes, alors qu'on doit y voir l'aboutissement extrême de tendances et de mots qui eurent précisément leur foyer d'origine en Europe? Voilà pourquoi le monde européen se trouve si mal immunisé contre les soi-disant civilisations guides, l'américaine et la soviético-communiste. Ainsi, le problème du fondement spirituel d'une Europe organiquement une, reste en suspens, et si des forces révolutionnaires voulaient agir sous le signe d'une telle Europe, elles se trouveraient en quelque sorte privées d'arrières spirituelles sûres et laisseraient derrière elles un terrain mouvant et miné, à moins que l'on ne commence par combattre, de l'intérieur, sous toutes leurs formes, aiguës ou diluées, les maux qui se manifestent aujourd'hui, chez les puissances non-européennes et anti-européennes, avec une ampleur macroscopique et presque comme une némésis. Une désintoxication interne aussi poussée que possible, même s'il fallait la payer cher, apparaît donc comme une exigence fondamentale. Comment méconnaître, par exemple, abstraction faite des domaines politiques et économiques, l'emprise, sur le plan pratique, de l'américanisation, dans les coutumes, les goûts, les engouements des masses européennes? Cela revient à dire qu'il faut affronter le problème de l'attitude à prendre en face de ce que l'on peut appeler, d'une façon générale, le monde moderne et qu'il faut l'affronter dans l'esprit réactionnaire et révolutionnaire conservateur que nous avons défini dans le premier chapitre. Affirmer au contraire que l'on ne demandera pas aux militants quel est leur horizon idéologique, qu'on s'estimera satisfait s'ils ne collaborent pas avec les puissances non-européennes et s'ils se rassemblent pour la lutte dans un parti communautaire, écarter, en d'autres termes, la question d'une vision unique et précise du monde, reviendrait à se borner au plan d'un activisme irrationnel, sans drapeau ni épine dorsale, si bien que même dans l'hypothèse où le but pratique se trouverait atteint, des schismes et des conflits pourraient se manifester de nouveau, dans le bloc européen. Même en admettant que l'Europe réalise son unité par cette voie, il y manquerait la condition préalable d'une structure organique et non communautaire, cette Europe ne serait le support d'aucune idée particulière et se présenterait comme un bloc de puissance à côté du bloc américain, russe, chinois et même, éventuellement, afro-asiatique. À côté d'eux, ou contre eux, mais sans aucun facteur qualitatif de différenciation, parce que dans le climat de la civilisation moderne, dont l'Europe, nous l'avons vu, est largement responsable, aucun facteur de cette nature ne peut être déterminant. Il serait, bien entendu, parfaitement utopique de vouloir s'opposer, en fait, à tout ce qui constitue, sur le plan matériel, la civilisation moderne. Cela impliquerait, entre autres choses, de renoncer aux armes actuelles d'attaque et de défense. Mais on peut toujours fixer une distance et une limite. On peut circonscrire ce qui est moderne dans un domaine concret, lui superposant un ordre plus élevé, défendu comme il se doit, là où les valeurs révolutionnaires conservatrices devraient être inconditionnellement reconnues. Hier encore, le Japon avait démontré la possibilité et la fécondité d'une telle solution. À cette seule condition, l'Europe pourrait représenter quelque chose de différent, se distinguer, revêtir une nouvelle dignité dans l'ensemble des puissances mondiales. À ceux qui disent que les peuples européens ont aujourd'hui une culture commune et réalisent ainsi une des conditions requises pour en faire une seule nation, il faut répondre que cette culture est désormais commune, non seulement aux Européens, mais aussi à une grande partie du monde civilisé. Elle n'a pas de frontières.
Des apports européens, livres, artistes, études, etc., ont été assimilés par des pays non européens, et inversement. Ce nivellement général de faits, qui s'étend aux façons de vivre et aux goûts, associé à celui qu'entraînent la science et la technique, sert d'argument à ceux qui ne veulent pas une Europe unie mais un monde unifié, dans le cadre d'une organisation ou d'un État mondial. Il est évident que c'est seulement en affrontant ce problème et en lui donnant une solution sérieuse que l'Europe une pourrait se différencier spirituellement, prétendre à une valeur spécifique, et même servir de guide si tout le monde moderne venait à sombrer dans une crise. Revenons maintenant à des problèmes moins généraux. Nous avons parlé, au début de ce livre, de la nécessité de sortir du faux dilemme fascisme-antifascisme, binôme dans lequel est stupidement défini comme fascisme tout ce qui n'est pas démocratie, marxisme et communisme. Cette nécessité s'impose aussi au regard de l'idée européenne. Il est clair qu'avec tout ce qui se résume dans la formule d'antifascisme, il ne peut y avoir de compromis ni de colloque d'aucune sorte. La première désintoxication européenne devrait s'appliquer à cet antifascisme, idée fixe et mot d'ordre de la croisade qui a réduit l'Europe à un champ de ruines. Mais nous ne suivrons pas, pour autant, ces groupes européisants qui se réfèrent exclusivement à ce qui a été tenté hier en Allemagne, en Italie et dans d'autres pays, pour créer un ordre nouveau, sans tenir compte du fait que, dans ces mouvements et régimes, se sont exercées des tendances différentes, voire antagonistes, qui n'auraient pu se définir dans le sens juste, positif, révolutionnaire conservateur, que si les circonstances avaient permis une évolution ultérieure, rendue impossible par une guerre irréfléchie et la défaite qui s'ensuivit. Ainsi, il faudrait pour le moins procéder à une discrimination précise si l'on voulait tirer de ces mouvements des points de référence. Outre les difficultés doctrinales que nous avons passées en revue, une action européenne intégrale trouve, pratiquement, son principal obstacle dans l'absence d'un principe susceptible de servir de point de départ, d'appui solide et de centre de cristallisation. Hier encore, on a eu le spectacle admirable d'une armée européenne supranationale, composée de légions de volontaires issus de multiples nations, qui se battit sur le front oriental contre les soviétiques, mais il y avait alors à la base le Troisième Reich. Les seules initiatives européennes concrètes et d'ailleurs partielles, des gouvernements, s'en tiennent au seul plan économique, et ne comportent aucune contrepartie, aucun engagement idéologique et idéaliste. Ceux qui peuvent être sensibles à l'idée d'une Europe unitaire, au sens supérieur du terme, ne représentent que des éléments épars, qui non seulement ne sont pas soutenus, mais même sont souvent combattus par le régime de leur pays, et le seraient plus durement encore s'ils professaient ouvertement leur foi antidémocratique et antimarxiste. En effet, nous l'avons vu, l'action européenne ne peut pas ne pas aller de pair avec la renaissance et la réorganisation révolutionnaire conservatrice de chaque pays européen, mais le reconnaître c'est reconnaître aussi l'énorme difficulté de la tâche qui s'impose. On pourrait néanmoins envisager l'idée d'un ordre dont les membres s'emploieraient dans chaque nation, autant que faire se peut et malgré les conditions défavorables, pour une éventuelle unité européenne. L'enthousiasme des jeunes militants et leurs efforts de propagande sont admirables, mais cela ne peut suffire. Il faudrait disposer d'éléments particulièrement qualifiés qui, de plus, occuperaient ou auraient l'espoir d'occuper chez eux des positions clés. De quels hommes pourrait-il s'agir ? En prenant comme référence la société et la civilisation bourgeoise, nous estimons qu'il faudrait gagner à la cause et enrôler ceux qui ont échappé à leur influence, parce qu'ils se situent, spirituellement, soit en deçà soit au-delà. En d'autres termes, un premier groupe devrait être constitué par des descendants de vieilles familles européennes qui tiennent encore debout et qui valent non seulement par le nom qu'ils portent, mais aussi par ce qu'ils sont, par leur personnalité. Reconnaissons qu'il est difficile de trouver de tels hommes mais il en existe, on l'a vu pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Parfois, il peut s'agir de réveiller, dans le sang, une vigueur qui ne s'est pas encore entièrement perdue, mais est devenue latente. Ce que l'on pourrait attendre de ces éléments, ce serait plus particulièrement des dispositions congénitales, une race, au sens élitiste et non biologique ou raciste du mot, qui permettent d'agir et de réagir selon un style précis et sûr, en dehors des théories et des principes abstraits, dans une adhésion totale et spontanée à ces valeurs que tout homme bien né considérait comme évidentes avant les destructions et les prévarications de la révolution du tiers-État et de tout ce qui l'a suivi. Une deuxième source de recrutement, plus abondante pour l'ordre, pourrait être constituée par des hommes du type qui s'est formé ça et là à travers des sélections et des expériences de caractère surtout guerrier, grâce à des disciplines spéciales. Existentiellement, ce type se définit par sa faculté de démythification, il sait démasquer, comme illusion et mensonge hypocrite, tout l'héritage tenace des idéologies déjà utilisées sans scrupule, non pour abattre l'une ou l'autre nation européenne, mais pour déclencher des processus en chaîne et porter un coup mortel à l'Europe elle-même, conçue comme un tout. Ce que l'on peut attendre de ces hommes, c'est le refus de toute rhétorique, l'indifférence à tout intellectualisme comme à la politique des politiciens et des partitocraties, un réalisme de haut vol, une propension à l'impersonnalité active, la capacité de s'engager d'une façon précise et résolue. Hier encore, dans certaines formations de combattants d'élite, aujourd'hui parmi les paras et autres corps analogues, certaines disciplines et certaines expériences favorisent l'élaboration de ce type, qui présente des traits similaires dans les divers pays.
Un mode identique d'être assure donc potentiellement les connexions entre et au-dessus des nationalités. En gagnant ces éléments à la cause européenne, on pourrait constituer, sous la forme d'une force disponible, les cadres de l'ordre dans ses aspects les plus actifs. Si, entre ce groupe et le premier, s'établissaient des contacts directs et complémentaires, chose moins difficile que l'on pourrait le penser, les fondements seraient posés. Ce que servirait avant tous ces hommes, c'est l'idée européenne, en tant que système de valeurs et de vision du monde, puis l'ordre, enfin leur propre pays. Il va de soi que la présence d'un véritable chef au centre et au sommet de l'ordre aurait une importance capitale. Malheureusement notre siècle ne fabrique plus ces figures, il serait dangereux et inconsidéré de vouloir leur identifier l'un ou l'autre de ceux qui, fût-ce avec la meilleure volonté et les plus grandes marques de désintéressement et d'engagement, s'efforcent ça et là d'organiser des groupes européens. Quelqu'un a fait remarquer, à ce propos, que dans les commencements, nul n'aurait pu déceler, chez l'un ou l'autre de ces hommes qui devaient devenir plus tard les chefs de grands mouvements, cette qualité potentielle. Toutefois, la présence, dès le début, d'un homme d'autorité et de prestige serait un atout majeur. Il n'est pas besoin, toutefois, de répéter que la condition préliminaire et générale pour qu'une action européenne, telle que nous la concevons, aboutisse à un résultat, et l'élimination de la classe politique qui, en cette période d'interrègne et de servitude, détient le pouvoir dans presque tous les pays européens. Il faudrait, pour cela, que des couches suffisamment importantes de la population se réveillent de l'état de narcose et d'hébétude créé méthodiquement par les idéologies politico-sociales prédominantes. La difficulté la plus grave que rencontre la véritable idée européenne est la crise profonde du principe d'autorité et de l'idée de l'État. D'aucuns pourront voir ici un paradoxe, pendant que le renforcement de ce principe et de cette idée aurait pour conséquence un particularisme schismatique et un pluralisme rigide, anti-européen. Nous avons déjà montré pourquoi ce n'était pas vrai quand nous avons parlé des sociétés d'hommes et défini le plan, supérieur par rapport à toutes les notions de peuple et de nation, qui caractérisent le véritable État et son autorité. Le pur loyalisme politique implique, chez l'individu, un certain degré de transcendance, une dimension non naturaliste, une certaine disposition héroïque. Il n'y a pas discontinuité mais continuité quand, du plan national, on passe au plan supranational, la même qualité de disposition intérieure est requise, qui, aux origines indo-européennes et à l'apogée du régime féodal, a conduit à l'union spontanée de forces libres, fières de faire partie d'un ordre supérieur qui ne les diminuait pas mais les complétait. Seul le nationalisme fanatique et l'écrasement sociétaire et communautaire constituent les véritables obstacles. Bref, chez les esprits les plus conscients, l'idée se fait jour, vu la situation actuelle, que, pour l'Europe, constituer un bloc, s'unifier, est la condition indispensable pour qu'elle subsiste, même sur le plan matériel, autrement que comme une désignation géographique vide parmi les puissances qui aspirent à contrôler le monde. Mais, pour toutes les raisons ci-dessus indiquées, cette situation fait nécessairement surgir un double problème interne, si l'on veut, en partant d'elle, donner à l'Europe éventuelle une base solide, un sens profond, un caractère organique. D'une part, il s'agit de prendre position contre ce qui, généralement parlant, est civilisation moderne, en prenant des initiatives dans le sens d'un travail de désintoxication spirituelle et mentale. D'autre part, il s'agit de la métaphysique sur laquelle peut se fonder, aujourd'hui, un principe tant national que supranational, européen, de véritable autorité et de légitimité. Ce double problème se résume en un double impératif. Reste à voir combien il reste d'hommes demeurant encore debout, parmi tant de ruines, pour le comprendre.